Alors pour continuer à échanger, j'invite 4 autres invités à nous rejoindre. Laurence Loca, adjointe à la directrice de l'autonomie de l'Agence régionale de santé. François Chenal, conseiller technique ASH, j'étais sûre que j'arriverais pas à le dire, ASH, Inspection académique de la Manche. Clarisse Dautray, directrice formation tout au long de la vie de la région Normandie. Et Perrine Forzy, vice-présidente du département de l'Eure. Alors, on va faire circuler les micros de votre côté. Merci à vous de rejoindre cette discussion. On a évoqué un certain nombre de facteurs de réussite. J'aimerais commencer avec vous, Laurence Loca, sur un premier mot sur cette société inclusive, parce que c'est vrai que ça a été un tout petit peu dit ce matin, mais très vite. Est-ce que la société inclusive, c'est qu'une question d'emploi ? Alors la réponse est dans la question, mais c'est important quand même de remettre en perspective dans une approche globale. Oui, merci. C'est l'engagement, on l'a dit, politique et de développer une réponse, une société inclusive. Qui dit société, évidemment, cela embrasse toutes les dimensions de la vie, de la personne, je dis bien de la personne et pas de la personne en situation de handicap. Et l'emploi n'est qu'une composante de cet enjeu. On en a parlé brièvement ce matin. La scolarisation va être un des premiers éléments, et je pense que, pour faire une parenthèse, mais qui fait écho à cette journée, on parle des questions d'accès à l'emploi, on voit qu'il existe des ressources, on se pose des questions sur les pratiques professionnelles, sur l'organisation de l'offre, des dispositifs, des différents acteurs qui interviennent, qu'ils soient du service public de l'emploi, du secteur médico-social, du secteur sanitaire aussi. Mais en fait, le paysage va beaucoup changer. C'est vrai que, comme vous le savez, Madame Cluzel a fixé une ambition, c'est que 80% des enfants qui sont accompagnés dans les services médico-sociaux maintenant soient accompagnés dans leur scolarisation à l'école, en lien avec nos collègues de l'Éducation nationale. Donc ça veut dire aussi que le paysage d'aujourd'hui, c'est pas celui de 5 ans, ni dans 10 ans. Donc c'est vrai que ce qu'on veut construire aujourd'hui, cette ambition, l'alignement des planètes dont on a parlé, en fait, ça sera encore dans un autre paysage dans quelques années, puisque la majorité de nos enfants en situation de handicap auront eu un parcours inclusif en milieu ordinaire. Et donc c'est vrai que ces perspectives d'inclusion dans le champ de l'emploi, elles seront encore plus prégnantes, plus importantes. Là, on est en train de construire des fondations pour arriver à porter ce changement. Donc réponse inclusive, scolarisation, emploi, formation, et puis logement, mobilité. Donc c'est vrai que ces questions de construction de réponses inclusives, et l'exemple de la Manche qu'apportait Madame Harel est important. C'est l'ensemble des institutions qui sont concernées, les collectivités territoriales également, les associations, évidemment les représentants d'usagers, avec qui nous devons construire cette société inclusive. Alors justement, cette approche globale, c'est aussi le choix qu'a fait le département de l'Eure. Perrine Forzy, vous êtes vice-présidente. Là aussi, vous êtes dans une approche globale, et c'est pour cela que vous nouez un certain nombre de partenariats sur ces questions de handicap avec les acteurs médico-sociaux, mais aussi de droit commun. Tout à fait. Bonjour. On parle beaucoup de co-responsabilité aujourd'hui, de transversalité. C'est l'esprit dans lequel en fait travaille l'équipe départementale de l'Eure. On a commencé en fait par établir notre schéma unique des solidarités, dans laquelle en fait les personnes handicapées ont bien entendu une très large place. Et effectivement, on a par exemple établi un pôle. Je cherche un pôle de compétences territoriales pour l'insertion qui va se réunir pour la première fois début décembre. L'idée étant de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs du territoire autour de la question de l'insertion. Alors justement, vous avez prononcé le mot de compétences. J'ai l'impression que c'est, pour un certain nombre d'entre vous, vous toutes et tous peut-être, la question de la compétence, c'est un facteur de réussite.
de mise en œuvre de cette ambition partagée, quitter une approche purement métier ou diplôme pour entrer dans le champ de la compétence. Je voudrais vous entendre, Clarisse Dautrey, sur ce sujet-là, et ensuite on ira voir l'éducation nationale, ce partenaire si complexe mais indispensable, comme vous étiez présenté tout à l'heure. Clarisse Dautrey. Oui, donc la formation est en effet un des leviers pour favoriser l'accès à l'emploi. C'est pas la solution idéale, mais c'est un des leviers. Particulièrement pour les publics travailleurs handicapés qui sont souvent confrontés à des logiques de reconversion d'ailleurs, par rapport à des expériences antérieures. Et sans revenir sur plein de chiffres, mais globalement on sait que le public travailleur handicapé demandeur d'emploi est en plus souvent pas ou peu qualifié. Donc ça veut dire qu'il cumule finalement un certain nombre de handicaps sur ce volet-là. Donc la région a une compétence sur le champ de la formation des demandeurs d'emploi et travaille depuis de nombreuses années. Alors, on est Normandie aujourd'hui, mais on a été bas-normand et haut-normand avant. Et déjà, on avait historiquement des conventions de partenariat très fortes avec la GFIP sur ces questions-là. On est, depuis le début, impliqué dans le PRITH aux côtés de l'État et de la GFIP. Voilà, et donc on a vraiment une volonté de faire en sorte que les travailleurs handicapés accèdent à la formation de droit commun, comme tous les demandeurs d'emploi. Voilà, alors ça c'est la volonté. Après on sait bien que c'est pas aussi simple finalement, peut-être pour notamment ces publics-là que pour les autres. Donc avec aujourd'hui juste quand même des priorités pour nous, et notamment sur les formations qualifiantes, puisqu'on a plutôt un bon nombre, un public important travailleurs handicapés dans tous les dispositifs de construction de projets, de travail sur le socle de compétences, illettrisme, remise à niveau, compétences numériques, etc. Et que par contre, on voit qu'on a plus de mal finalement à amener ces publics-là vers de la formation qualifiante, voilà, qui reste quand même un atout majeur aujourd'hui sur le marché du travail pour retrouver l'emploi. Donc on a un objectif fort autour des formations qualifiantes, et c'est dans les formations qualifiantes que la question du handicap est souvent plus compliquée à gérer, avec donc des sujets autour de la compensation et comment on fait en sorte que ces publics-là puissent bénéficier de parcours de formation adaptés, que le handicap soit pris en compte dans la construction des parcours, dans la manière d'aborder les contenus. Voilà. Donc on a un sujet fort aujourd'hui autour de l'accompagnement des organismes de formation, parce qu'on peut décréter, mais à un moment donné, il faut donner les moyens de faire, avec notamment dans le PRITH un axe autour de référents formation, de structurer dans les organismes de formation... De référents handicap. Référents handicap, pardon. Quand je dis organisme de formation, au sens large, voilà... établissement dispensant de la formation, en tout cas de la formation continue de demandeurs d'emploi, et de structurer un réseau de référents handicap qui soit, sans faire de tout le monde des experts, mais en tout cas des bonnes clés d'entrée pour nous dans les structures pour favoriser la mise en œuvre de spécificités, d'adaptation, d'ouverture globalement pour ce public-là. Alors à vos côtés, donc François Chenal, de l'éducation nationale, inspection d'académie de la Manche. Là aussi, sur cette transition formation-emploi, on en a déjà pas mal parlé ce matin, il y a un véritable enjeu. Comment vous l'abordez ? Merci. Alors moi, je suis le partenaire compliqué. C'est ça. Mais incontournable. Il faut assumer. Entendu. Alors, juste avant de répondre à votre question sur la complexité, moi j'ai entendu intéressant, donc c'est complexité dit intérêt. On est en train justement, et là je parle notamment pour le rectorat, on est en train d'essayer de simplifier, notamment à l'échelle de la région, d'avoir une seule académie. Donc on a une fusion des deux académies qui va, j'espère, simplifier les choses pour nos partenaires, et qui est une de nos missions que nous confie actuellement le recteur, c'est-à-dire harmoniser tout ce qui se passe, notamment au niveau de l'insertion professionnelle, à travers nos ULIS, lycées professionnels. On en a beaucoup parlé depuis ce matin. ULIS, unité localisée pour l'inclusion scolaire. On a dans les lycées depuis peu, alors on a parlé beaucoup de l'échelle du temps, c'est récent, les ULIS lycées, ça date de 2009 simplement. Alors à l'échelle de notre complexité, c'est très récent. Et donc, on a vraiment besoin d'harmoniser. C'est-à-dire que sur l'ensemble des 5 départements, on a des choses très intéressantes, mais disparates, qui se réalisent dans les ULIS lycées et qui permettent à de nombreux élèves de sortir depuis peu avec des CAP ou des reconnaissances de compétences qu'on aimerait bien justement travailler avec les branches professionnelles, parce que nous avons un réel besoin que pour ces jeunes-là, il y ait une employabilité derrière qui soit de fait.
Et pour certains, l'ensemble du CAP n'est pas atteignable, mais toute une partie, du moins, leur permettrait de trouver un emploi. Et c'est le cas, et depuis quelques années, c'est en train de se développer. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, on a une vraie difficulté qui est celle de l'évaluation des compétences, de la reconnaissance des compétences acquises, et c'est vers ça qu'il faut que l'on aille avec toutes les branches qui nous entourent, notamment. Alors, je crois que vous avez engagé du suivi de cohorte de jeunes qui ont démarré dans les Ulysse il y a quelques années maintenant. Alors, c'est pas consolidé à l'échelle de la région Normandie, mais en tout cas au niveau de la Manche ou sur certains Ulysse, vous en tirez déjà quelques enseignements ? Oui, tout à fait. On a déjà une organisation, au cœur de l'éducation nationale, il y a beaucoup de professionnels qui s'occupent de l'insertion professionnelle. Ça démarre par le professeur dans sa classe, ça démarre par le parcours à venir, dont on parle depuis quelques temps, ça démarre par les anciens conseillers d'orientation, c'est-à-dire les psychologues de l'éducation nationale, ça démarre par les professeurs principaux, les chefs d'établissement, les enseignants référents, je crois qu'il y en a plusieurs dans la salle, notamment il y a 2 collègues de Seine-Maritime qui sont chargés comme enseignante référente, non plus d'un territoire géographique, mais de l'insertion professionnelle uniquement. Donc il y a vraiment des expérimentations comme ça qui se déroulent et qui permettent de progresser. Dans la Manche, on a 4 Ulysse lycées, pour donner l'exemple de la Manche, et notamment, par exemple, sur Cherbourg, on a 42 élèves qui, alors si je me base sur 5 cohortes, 5 années qui ne sont plus dans le dispositif, sur 42 élèves, il y en a 26 qui ont obtenu un CAP complet. Donc c'est quand même une belle réussite. Les autres ayant obtenu également des morceaux de CAP et qui sont aussi négociables. Alors vous avez insisté sur l'importance de travailler avec les branches professionnelles. Finalement, les entreprises, les branches, c'est peut-être un des seuls acteurs qu'on n'a pas aujourd'hui. Il y a sans doute dans ces facteurs de réussite un enjeu clé autour de comment les entreprises changent leur regard en termes de abandonner certains clichés sur le handicap, mais aussi se mettre dans une logique de reconnaissance des compétences. Alors ça, c'est un peu une question ouverte à la volée. Les entreprises, comment elles sont... vous les sentez dans le tour de table. Perrine Forzier. Oui, merci. Nous organisons en fait à la fin du mois de novembre nos premières rencontres multifilières. 28, je crois. Voilà, le 27 peut-être même. Bon, si ça vous intéresse, on pourra vous donner le lieu et la date exacte. Voilà, donc c'est organisé bien entendu avec la Chambre des métiers et la CCI. Et l'idée, c'est justement en fait d'inviter les entreprises pour leur montrer tous les possibles et les accompagner, leur donner en fait les bonnes informations pour qu'elles puissent en fait évoluer dans ce domaine-là. Et c'est extrêmement important, nous semble-t-il. Et de même, en fait, on travaille en fait avec tous les professionnels qui accompagnent en fait les personnes en situation de handicap pour les former vers les métiers en tension. Parce que l'idée aussi, c'est de rapprocher les formations des besoins. Bon, on participe aussi aux différentes tables rondes avec la région sur ces thèmes-là. Voilà, donc il faut absolument aussi accompagner les personnes vers les emplois qui sont existants. Oui, alors vous voulez réagir, François Chenal, allez-y. Et puis, non, mais moi j'ai envie que sur cette question des entreprises, le micro puisse circuler, donc n'hésitez pas. Je voudrais répondre par une petite pirouette à laquelle j'ai essayé de donner du sens par rapport à votre question sur la sollicitation par rapport aux entreprises. Moi, vous le voyez dans l'invitation, je suis le conseiller technique, alors je vais redire ASH, adaptation et scolarisation des élèves en situation de handicap. Il faudrait que... on parlait ce matin de spécialisé et d'ordinaire, on en a beaucoup parlé. Il faudrait que ce soit l'ordinaire du rectorat qui se prenne en charge toute cette problématique et qui travaille avec les entreprises. Et donc c'est ces personnes-là avec qui je dois travailler et nous devons tous travailler, et non pas forcément des inspecteurs ou des personnels qui sont spécialisés. Et donc c'est pour ça que je suis un petit peu en difficulté pour répondre concrètement. Ce n'est pas le cœur de mon métier de travailler avec les entreprises. Ouais. Laurence Loca, vous vouliez réagir aussi? Oui. Oui, je voulais réagir. Si, il y en a dans la salle. Alors, je ne sais pas s'ils sont restés, mais en tout cas, il y avait un certain nombre d'entreprises qui avaient répondu favorablement à l'invitation. C'est là aussi toute la force du réseau de travailler avec la Direct, la GFIP, le FIP, qui, eux, travaillent plus en proximité avec ces acteurs. Dire aussi que dans l'Assemblée, il y a des initiatives, qu'il y a un certain nombre d'établissements aussi médico-sociaux qui ont tissé aussi un réseau avec des entreprises qui, elles-mêmes, parlent de les
richesse d'avoir des travailleurs handicapés au sein de leurs agents, de leurs salariés, que ça génère aussi de la performance, une nouvelle dynamique. Mais l'ambition, c'est d'aller plus loin. On l'a dit tout au long de la journée, les chiffres en ont témoigné. Et Monsieur L'Huillier a parlé de l'emploi accompagné. Dispositif lancé en effet sur un modèle québécois, mais je pense qu'il faut qu'on crée le modèle français, puisqu'on a eu quelques mesures financières, parlons aussi du financier si on ne l'a pas abordé, mais c'est un sujet. Il y a un certain nombre de ressources, on le voit, on est nombreux dans la salle, et l'ambition, c'est comment est-ce que chacun, dans son champ de compétences, on puisse s'assurer que la personne, que le jeune, si on part dans un parcours idéal, on prépare bien avec lui en amont son parcours professionnel, qu'on tienne compte de ses envies. Madame Ginot en a parlé, de ses projections dans l'avenir, comment on l'accompagne pour construire son projet, comment est-ce qu'on travaille, et cela en subsidiarité, donc en reconnaissant aussi les compétences des acteurs du service public de l'emploi, et pas faire à la place, parce que des fois c'est un peu un défaut en France. On a dit que c'était compliqué, que ça demandait du temps d'aller vers, de construire un partenariat, mais des fois prendre ce temps, c'est important, parce qu'après, on va être en effet aussi plus efficace, plus efficient, puisque chacun a des compétences et une expertise dans son champ professionnel. Et l'ambition, c'est aussi que le secteur médico-social puisse être ressource. D'ailleurs, M. Ebersdorf a utilisé ce terme, puisse être ressource pour les acteurs du service public de l'emploi, pour qu'il y ait aussi, on n'en a peut-être pas assez parlé, mais faire tomber encore des représentations dans le champ du handicap, mieux aborder les spécificités du champ handicap, et aussi que le secteur médico-social puisse aussi mieux accompagner les employeurs. Donc dans ce continuum, depuis l'élaboration du projet, la concrétisation du projet et le maintien dans l'emploi, parce qu'on va être ressource pour les employeurs, pour les collègues de la personne. Voilà. Guillaume L'Huillier, je crois que vous vouliez réagir aussi sur ce point. Oui, merci. Oui, je voulais juste dire que je ne suis pas le mieux placé pour parler des entreprises privées, étant plutôt de la fonction publique, mais comme Pierre m'a autorisé à parler au nom de la GFIP et du FIP aujourd'hui, donc à cette table ronde, en tout cas, je vais faire le job. Juste pour dire que, bien évidemment, le rôle des fonds, c'est aussi de mobiliser les employeurs. Et également, puisque nous sommes en relation directe avec eux, ce sont eux qui nous alimentent financièrement, ce sont les contributeurs, et bien naturellement, c'est aussi vers eux que nous nous tournons, chacun avec des réseaux, pour les sensibiliser, y compris sur des aspects comme l'emploi accompagné dont parlait Laurence à l'instant. Juste concrètement, était présent ce matin dans la salle, mais il a dû partir malheureusement cet après-midi, David Lansade, qui est le DRH de la Chambre régionale de commerce et d'industrie de Normandie, qui témoignait de sa présence, de l'intérêt des entreprises pour le sujet. Et le 19 novembre, comme l'a annoncé Monsieur Rudan ce matin, le PRITH sera signé dans les locaux de la Chambre régionale de commerce et d'industrie en présence du président régional, Monsieur Vianney Chalut. Très bien. Et Hervé Baron, là aussi, un mot sur les entreprises. Oui, alors, question entreprise, Pôle emploi a 200 conseillers dédiés à la relation avec l'entreprise. Et donc, par rapport au site pilote, en fin de compte, de manière générale pour les demandeurs d'emploi, et particulièrement pour les personnes en situation de handicap, on travaille beaucoup sur l'approche compétence. C'est-à-dire que quelque part, ce qui fait le lien, l'accroche avec les entreprises, c'est vraiment la notion de compétence. C'est-à-dire que derrière, c'est ce que nous disaient d'ailleurs les demandeurs d'emploi là, du groupe d'expression, je suis handicapable avant tout. Et donc c'est quelque chose qui est resté parce qu'on a tendance à voir le handicap en premier et pas la compétence qui se cache derrière. Et en fin de compte, tout le travail à faire, c'est de casser ces représentations. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans les entreprises qui sont fortement engagées sur cette notion de handicap, c'est que la plupart, c'est souvent dû à, on va dire, un accident de vie ou accident d'un proche où ils sont confrontés au handicap, mais c'est pas quelque chose de naturel. Et donc, il y a vraiment un travail à faire partenarial
pour aller à la rencontre des entreprises et mettre en avant les compétences, en gros de quoi vous avez besoin. On travaille là-dessus en partenariat avec la GFIP, avec le FIP et les Cap Emploi pour une sorte de produit clé en main, se dire une entreprise, dites-nous les compétences dont vous avez besoin, et on assure la promotion de profils personnes en situation de handicap. Très bien. Christine Farah, vous vouliez là aussi réagir? Oui, je voulais juste préciser quelque chose. Donc, la loi du 5 septembre 2018 pour choisir, pour la liberté, excusez-moi, de choisir son avenir professionnel, invite les entreprises, enfin, fait plus qu'inviter d'ailleurs, demande les entreprises à mettre en place un référent handicap dans les entreprises de plus de 200 salariés. Du coup, effectivement, il y aura, ça sera intéressant parce que du coup, il y aura un vrai interlocuteur pour les partenaires dans les entreprises pour maintenir et éviter la désinsertion professionnelle. Très bien. Alors, je me tourne maintenant vers vous pour prendre vos questions, remarques, et le temps qu'une première main se lève, j'ai envie de vous poser une question. Alors, moi, je ne suis pas du milieu du handicap, donc ma question est peut-être un peu naïve, mais n'empêche que j'ai le sentiment qu'au siècle dernier, on va dire, il y avait deux mondes différents, le droit commun, le secteur médico-social et puis une approche de protection des personnes, et que ces deux mondes, les passerelles, c'était peut-être des ponts en bois parfois un peu branlants, et qu'aujourd'hui on parle de passerelles solides, même de réunir ces deux mondes. Est-ce que cette nouvelle approche qui semble clairement prioriser le droit commun, est-ce qu'elle ne risque pas de fragiliser tout un historique de savoir-faire de ces acteurs-là? On dit ils deviendront demain ressources des acteurs de droit commun, ils apporteront leur expertise, mais on leur enlèvera peut-être une partie de ce qui a été leur savoir-faire pendant des années. Donc je ne sais pas qui veut répondre à ma naïveté sur cette question. Je prends la main. Alors, justement, de manière transverse, ce qui paraît important dans les premiers retours qu'on a par rapport à nos sites pilotes, c'est, de manière transversale, c'est vraiment cette notion de partenariat renforcé. Et j'ai l'expression en tête, rassembler ce qui est épars. C'est-à-dire que jusqu'alors, on voit qu'on travaillait efficacement ou pas, j'en sais rien, mais chacun travaillait, c'est sûr, de son côté, pour œuvrer pour le retour à l'emploi, l'inclusion au sens large des personnes en situation de handicap. Et là, on s'aperçoit, notamment on voit ça sur nos sites pilotes du Havre et de Rouen, que le fait de travailler avec des partenaires historiques type AGFIP, Cap Emploi, de manière plus renforcée, on découvre de nouveaux leviers pour les uns les autres, avec des structures locales, c'est-à-dire qu'on méconnaissait. C'est pareil, sur Le Havre comme sur Rouen, il y a toute une expertise qui est en train de se mettre en place. Je vous parlais d'entreprise, c'est l'agence de Rouen qui est en train de développer une cellule de réflexion et d'action, parce que c'est important l'action, qui intègre des employeurs, des associations, différents partenaires pour une réflexion des actions au niveau des personnes en situation de handicap. Donc on est vraiment dans cette logique, une approche transverse, partenariale, et qui est un vrai bijou. Pourquoi ? Parce que chacun apprend à un peu mieux connaître l'autre et pas fonctionner en cercle fermé. Et dans ce sens-là, l'approche là au niveau du PRITH me semble vraiment très intéressante, parce que ça met autour de la table à un niveau régional des acteurs qui jusqu'alors avaient l'habitude de se causer, mais sans trop. Et en parallèle, au niveau local, il y a des synergies qui se créent, qui sont vraiment propices à ce retour à l'inclusion au sens large. Avec ce que disait Serge Ebersol dans son intervention, que pour coopérer, il faut qu'il y ait en quelque sorte un retour sur investissement pour chaque acteur qui coopère. J'avais bien noté ce point-là. Hervé... Oh voilà, vous êtes trop nombreux. François Chenal, pardon. Juste pour répondre à votre question rapidement, les passerelles entre le médico-social, le sanitaire et l'éducation nationale, on est vraiment en train de les faire tomber. Dans de nombreux endroits, elles n'existent plus. C'est-à-dire que le médico-social s'est installé, et c'est une très bonne chose, à l'intérieur des établissements scolaires. C'est-à-dire que nos élèves sont scolarisés au même endroit. Et ce sont les mêmes élèves et qui bénéficient des expertises des uns et des autres. Donc vraiment avec une plus-value pour tous les usagers qui est vraiment remarquable. Ça a été compliqué, ça l'est encore à certains endroits. Mais c'est vraiment une évolution notable de ces dernières années. Très bien. Alors madame, je vous invite à vous présenter et puis à poser votre question ou faire votre remarque. Alors madame Coletta, je suis directrice de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados.
Depuis le début de la réunion, on parle de faire bouger les lignes, de déconstruire les cloisons, de favoriser les passerelles. On voit aussi qu'au niveau gouvernemental, on a pléthore de dispositifs qui se mettent en place, mais on continue toujours à réfléchir en forme de silo. À chaque fois qu'on va construire un nouveau dispositif, on le construit de façon très structurée et ça ne favorise pas les modes de coopération. Je m'explique. Actuellement, on met en place les dispositifs d'emploi accompagné avec certains acteurs. On est en train de mettre avec l'éducation nationale en place les PIAL. On va mettre en place sur les sites pilotes de l'emploi des dispositifs de pôle également. Et donc, je nourris l'hypothèse qu'on puisse travailler en transversalité, ne serait-ce qu'entre les PIAL et les pôles de compétences, sauf que c'est porté par des acteurs qui sont différents. Donc, concrètement, est-ce qu'on ne peut pas être dans l'innovation avec les structures médico-sociales pour penser ces deux dispositifs qui vont se construire dans le même temps de façon collégiale? Alors, plus que collégiale, co-construite. Merci pour cette remarque. Alors, attendez. Je vais faire gagner un peu de temps. Merci. Oui, moi je voudrais revenir sur un échange que vous avez eu tout à l'heure sur le dialogue avec les entreprises pour qu'elles définissent leurs besoins. Mais là, on a découvert, enfin, moi, à travers mes travaux, j'ai découvert que quelquefois les entreprises, elles ont du mal à définir elles-mêmes les profils de leur poste, enfin la définition de leur poste, et donc il est compliqué de. Mais donc les aider à bien formuler leur profil, leur fiche de poste, ça va être utile effectivement pour mieux sélectionner les personnes avec handicap qui seront candidates à ces postes-là, sans pour autant les normer, hein, les formater, mais au moins utiliser, exploiter leurs aptitudes, leurs compétences, leurs ambitions au profit de ces candidatures-là. Mais ça peut aussi être utile pour les autres recrutements, parce que quelquefois il y a des recrutements qui sont faits, qui sont pas couronnés des faits, parce que l'entrepreneur, l'employeur n'a pas été en capacité de définir suffisamment sa fiche de poste. Donc c'est gagnant-gagnant des deux côtés. Et là, on rentre dans le système de coopération qui profite à tout le monde. Et c'est des exemples sur lesquels on peut s'appuyer. Par exemple, l'expérience d'Andros sur la filière de production agroalimentaire très spécifique pour les personnes avec handicap non communicants. Hein. C'est aussi Auticonsult pour, alors là, les autistes de haut niveau. C'est aussi le job coaching mis en place par la Fédération nationale des traumatisés crâniens, qui ont bien su, les uns et les autres, trouver la passerelle, enfin le moyen de bien définir les fiches de poste pour que les recrutements se fassent avec intérêt et qu'il puisse y avoir aussi un accompagnement dans l'emploi. C'est-à-dire que l'accompagnement, il ne doit pas s'arrêter à l'entrée dans l'emploi, mais il doit pouvoir continuer pour rassurer à la fois le salarié et le collectif de travail dans lequel il va être intégré, l'employeur aussi qui va pouvoir avoir un médiateur, un interlocuteur pour faire les petits réglages nécessaires quand ce sera justifié. Merci pour ces deux éléments. Alors, allez-y, Perrine Forzier, commencez, soit sur l'une ou l'autre des deux remarques. Alors, je vais choisir la deuxième remarque, parce qu'en fait, nous portons une expérience au département de l'Eure, qui, en premier lieu, en fait, s'attachait aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, mais en fait, les personnes en situation de handicap se rapprochent en fait souvent de ces personnes-là, et donc je vais inaugurer demain un Job 27, c'est un site internet qu'on a mis en place, qui va être spécifiquement dédié aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux personnes handicapées.
sur lesquels, donc en fait, on les accompagnera pour préparer leur CV, repérer quelles sont leurs compétences, éventuellement par les mises en situation professionnelle, les fameuses MIS qu'on a mis en place. Et par ailleurs, en fait, on va sélectionner, on va informer les entrepreneurs, les employeurs, qui pourront en fait venir regarder sur ce site internet et repérer quelles sont les personnes en situation de handicap ou d'insertion qui, avec leurs compétences, et qui sont directement disponibles. Voilà, donc ça c'est une façon de faire. Et parallèlement à ça, on crée, c'est en cours de création, un groupement d'intérêt public qui va réunir l'ensemble des professionnels, les chambres consulaires, Pôle emploi, enfin tous les partenaires de façon la plus décloisonnée possible. Et l'objectif en fait de ce GIP, c'est de travailler justement sur la bonne formulation des besoins des entreprises pour pouvoir faire un juste rapprochement avec les personnes qu'on aura accompagnées par ailleurs pour un retour, pour un accès ou un retour à l'emploi. Voilà, donc c'est une expérience que nous portons au niveau du département de l'Eure et qui me semble en fait répondre au moins en partie en fait à ce dont vous faisiez état. Alors Clarisse Dautrey, puis ensuite Anne Harel. Pour compléter, je pense que sur ce point-là, la question de la formation est évidemment importante et utile. Enfin, en tout cas, c'est un des leviers qu'il faut pouvoir utiliser. Moi, je partage le fait que bon nombre d'entreprises, quand elles disent qu'elles ont des problèmes à recruter, elles sont aussi dans des stéréotypes, finalement, de type de profil attendu, de diplôme, etc. D'où l'intérêt de les ramener à la notion de compétences, d'ailleurs, et pas que de diplôme. Et puis, d'avoir des dispositifs de formation. C'est un des sujets que porte la région en Normandie, où l'objectif, c'est d'adapter, finalement, la formation à l'individu et à l'entreprise. Donc on part d'une analyse du poste, on formalise les attendus de l'activité, de là on peut construire un référentiel de formation qui vont nous amener à faire finalement le matching entre le candidat et l'entreprise. Plus globalement, je pense que l'intérêt, Gaëtan Rudan en introduction ce matin a dû parler notamment du plan d'investissement dans les compétences qui se joue au niveau national mais qui se joue aussi au niveau régional aujourd'hui avec un pacte régional qui sera porté par la région Normandie, avec l'idée d'accompagner autrement les entreprises justement sur cette dimension-là et puis peut-être alors les entreprises et les bénéficiaires. Handicapés, mais pas que, parce que globalement, je reviens à la question des publics pas ou peu qualifiés. Si aujourd'hui une entreprise elle n'a pas le public qualifié entendu, c'est qu'il n'est pas dans les fichiers de Pôle emploi. Et de toute façon, il faut aller le chercher et le construire finalement en réponse aux besoins de l'entreprise. Donc on a un enjeu là au travers du plan d'investissement dans les compétences qui devrait nous permettre de faire bouger aussi les lignes sur la manière dont les entreprises accueillent. Il y a la question, par exemple, qui est très prégnante aujourd'hui de la formation en situation de travail. C'est-à-dire que tout ne se fait pas nécessairement à l'extérieur dans un organisme de formation, sur du matériel, etc. Et qu'on peut aussi réfléchir à des solutions mixtes ou voilà, de formation en situation de travail qui peut-être pour un public travailleur handicapé notamment peut être une manière de retourner à l'emploi. Et juste dans la continuité des échanges de tout à l'heure sur vos interrogations par rapport à le monde de l'entreprise, etc., je pense que sur le champ de la formation, on a aussi un sujet sur la question de l'orientation et d'élargissement des choix. On a encore trop de publics, alors de publics et ou d'accompagnement de ces publics-là, qui les voient dans une certaine typologie de métiers, de filières, d'emplois, etc. Et que, il faut aussi qu'on travaille cette question d'élargissement des choix professionnels en lien avec nos réalités de territoire. On a parlé de métiers en tension, oui, on a des métiers sur lesquels on a plus de mal. Comment on peut amener des publics vers ces métiers-là qui correspondent à des opportunités aussi sur leur territoire, sur leur bassin de vie. Donc cette question de l'élargissement des choix professionnels d'une manière générale est aussi très prégnante pour nous dans ce qu'on veut, ce sur quoi on veut travailler sur le champ de la formation. Très bien. Alors Anne Harel et puis ensuite Laurence Loca sur la première remarque et ensuite on a une nouvelle prise de parole depuis la salle. Oui, je voudrais juste faire écho à ce que vient d'évoquer ma collègue de l'Eure. Nous avons aussi dans la Manche un dispositif de parrainage des demandeurs d'emploi que nous avons mis en place en décembre 2016. Donc effectivement, il s'adresse, tout comme chez vous, plus particulièrement aux bénéficiaires du RSA. Mais dans les bénéficiaires du RSA, nous avons des personnes qui ont une RQTH, par exemple. Donc ça s'adresse aussi à ces personnes-là. Donc ces entreprises ont été sollicitées par nos référents insertion emploi qui sont déployés sur tout le département et pour justement intégrer ce dispositif de coaching. Donc ça va de la réalisation du CV à la posture que l'on doit adopter en entretien d'embauche, mais aussi la découverte du monde de l'entreprise, du réseau. Enfin voilà, c'est très 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 varié. Et nous avons aussi avec les entreprises, nous avons suite à
à la disparition des contrats aidés dans le secteur marchand, nous avons mis en place une aide à l'embauche en direction des entreprises, donc plus particulièrement du secteur marchand, pour les bénéficiaires du RSA. Mais voilà, ça s'adresse à tous les bénéficiaires du RSA, donc on peut penser qu'il y a quelques personnes en situation de handicap qui peuvent en bénéficier. Et dans ce cadre-là, il y a une aide au tutorat, un accompagnement, une aide à l'accompagnement donc de cette personne qui est aussi financée. Très bien, merci pour ce retour d'expérience. Laurence Loca, alors, juxtaposition, superposition des dispositifs en silo. Oui, mais non. Oui, mais non. Oui, mais non. Non, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de dynamiques qui sont impulsées, et notamment là, par Madame Cluzel et Monsieur Blanquer par rapport à la scolarisation des enfants en situation de handicap, et notamment la création de pôles inclusifs d'accompagnement localisé, donc les PIAL. Mais c'est avant tout une démarche aussi de co-construction, de mise en réseau des ressources, alors là, à l'échelon d'un établissement scolaire. Donc c'est complètement la même dynamique de travail ou de nouvelle organisation du travail des acteurs, hein, ce qu'on veut aussi impulser dans le cadre des pôles de compétences territorialisés pour l'insertion professionnelle. Donc je rejoins complètement et je partage la proposition de Madame Coletta. Il faut qu'on soit complètement, il faut qu'on trouve, qu'on construise, qu'on innove ensemble pour éviter cette dynamique en silo, et notamment sur la question des 16-25. Hein, on en a parlé déjà, on l'a évoqué, hein, les risques de rupture, les nécessités d'améliorer les transitions éducation-emploi. Et je pense qu'il faut qu'on fasse converger nos deux dynamiques d'inclusion, enfin d'école inclusive et de société inclusive pour l'emploi, donc à travers ces deux concepts de PIAL ou de pôle, qui sont de toute manière, qui s'inscrivent dans des mêmes démarches de co-construction, de mise en réseau des ressources des acteurs. Voilà. Donc on va innover. Très bien, merci à vous. Monsieur. Bonjour. David Lavache, je suis chef de service d'un ESAT et d'un AIT. Moi j'ai une question très très concrète. On a, au sein de l'ESAT, on accueille à peu près une centaine d'adultes, travailleurs. Sur ces 100 adultes, concrètement, je vois bien au moins 4 d'entre eux qui pourraient accéder dans les 2 à 5 ans au milieu ordinaire. On n'a pas de moyens particuliers, donc on travaille en réseau avec les entreprises, sur le Bessin, puisqu'on est sur Bayeux. On a la chance, pour une des adultes qui fait actuellement des stages, d'être épaulée par un IME partenaire qui a accepté qu'une de ses chargées d'insertion suive une des adultes. Mais j'en ai un autre aujourd'hui qui est en mise à disposition individuelle, et potentiellement 2 ou 3 autres adultes qui sont arrivés il y a peu de temps, qui étaient un peu en errance professionnelle, qui n'avaient pas une orientation ESAT au départ, qui n'ont pas trouvé de travail en milieu ordinaire, qui ont passé 2, 3, 4, 5 ans à faire des stages, à faire de la formation, de la réinsertion, qui ont fini, après avoir fait des MISP, à avoir une orientation ESAT, et pour qui on sent qu'assez rapidement, assez rapidement, 2-5 ans je dis, on visera un milieu ordinaire. Or, là, moi, j'ai pas de relais. On fait des conventions de stage, on n'est pas sûr que ce soit très très légal, alors bon, on a des bilans, on fait des suivis, enfin c'est très très compliqué. Et il y a un moment, quand on fait le projet individuel et qu'on démontre avec l'adulte que les compétences sont là, sociales et professionnelles, qu'on peut avancer, on ne sait plus quoi dire sur ce qui va se passer après, qui va prendre le relais, qui va être sur le terrain. Mais concrètement, c'est une question très très physique. Hein. Qui va se déplacer, qui va aller rassurer le patron de l'entreprise et les collègues dans la boîte, qui va signer les conventions d'appui, etc., etc. Voilà. Très concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on en est là ? Merci. Merci à vous pour cette question. Qui veut apporter un élément de réponse là-dessus, sur cet accompagnement pour l'entrée dans l'entreprise ? Laurence Loca et puis ensuite Perrine Forzier. Je pense qu'on pourrait être plusieurs à répondre, c'est justement ça la force aujourd'hui. Je pense que vous décrivez complètement aussi ce qu'expliquait ce matin Monsieur Ebersdorf des héros, comment il disait déjà bricoleurs héroïques. Les bricoleurs héroïques, et nous l'objectif c'est quand même de être facilitateur à travers les pôles de compétences
qu'on souhaite développer sur les territoires, de faciliter les rouages entre les différents acteurs pour déjà que vous ayez plus d'opportunités à proposer en termes d'accès à l'emploi par rapport au public que vous accompagnez. Sur la question évidemment de l'accompagnement, alors il y a un certain nombre de dispositifs qui existent, mais en tout cas pour le secteur médico-social, donc je vais répondre pour la partie en tout cas qui relève du champ de compétences de l'ARS, une des ambitions, et c'est ce qu'on travaille aussi aujourd'hui avec l'ensemble des associations, des structures gestionnaires du champ du handicap, c'est l'adaptation de l'offre. On a parlé de l'emploi accompagné, donc ces mesures qui ont été financées directement par l'État, mais la dynamique, c'est que les structures médico-sociales se mettent en mode emploi accompagné, donc elles réorganisent aussi leurs moyens en interne. On a parlé de l'évolution des métiers ce matin, c'est l'ambition qui est attendue, et c'est qu'en effet, les ressources évoluent dans cette dynamique, qu'au sein des structures gestionnaires, vous avez parlé, il y a les chargés d'insertion, etc., évoluent peut-être sur ces compétences, d'autres acteurs au sein des établissements médico-sociaux se déploient pour être facteur de maintien dans l'emploi auprès des personnes, des employeurs et de leurs collègues. Très bien. Alors, on a commencé l'après-midi avec un quart d'heure de retard. Je ne veux pas qu'on empiète sur le temps de la séquence suivante. Ce que je vous propose, alors ça n'est pas un tour de table où vous allez tous me promettre une phrase, et ça sera une phrase avec plein de virgules et qui sera très longue. Donc si vous êtes prêts à jouer le jeu, ça serait plutôt un mot-clé que vous avez envie que l'auditoire puisse garder en tête. Un mot-clé. Qui se lance ? Ah, pardon, je n'avais pas vu. Voilà. Allez-y, monsieur. Non, je m'appelle Yves Schoenfeld et je suis le directeur de 2 entreprises adaptées. Je voulais juste répondre à mon collègue, parce que tout le monde sait ici qu'avant 2005, il y avait une solution, c'était les ateliers protégés. Ils ont disparu, nous sommes maintenant des entreprises adaptées, mais je crois qu'on est complètement justement adapté à ce type de problème. Et malgré ce que disent les directs et qui nous obligent aujourd'hui à changer notre code APE, nous sommes effectivement des entreprises où le but principal, c'est de maintenir dans l'emploi des gens en situation de handicap. Et aujourd'hui, on doit être le relais derrière vous. Et je crois que c'est notre travail de fond. C'est notre honneur à nous, entreprises adaptées, de vous suivre. Et à chaque fois que vous aurez des gens qui sortent des AT, on doit être présent. Si effectivement on nous donne les moyens, on va pouvoir faire ce travail qui est un travail de coopération. Merci beaucoup, monsieur. Allez, un mot-clé pour chacun. Je commence par vous, François Chenal. Vous avez un micro dans les mains. J'aurais dû m'en séparer. Moi, j'ai envie de dire que, très rapidement, tous les élèves à l'école sont en capacité d'apprendre et de progresser. Et donc, ils sont tous à conduire vers la voie professionnelle, vers l'insertion. Parfait. Clarisse Dautrey. La consigne, c'est un mot, mais mon collègue a fait un petit peu plus. Donc, il faut redresser la barre, alors. Je balance. Moi, je dirais, pour vraiment la partie qui me concerne au titre de la formation, je dirais volonté politique de faire, et puis professionnalisation, accompagnement, voilà. J'allais dire embarquement, mais c'est pas ça. Mais comment on embarque finalement nos partenaires sur ces questions-là. Très bien. Perrine Forzier. Alors moi, je parlerai plus volontiers de transversalité. Transversalité, voilà. Très bien. Je pense que... Anna Rell, vous avez aussi un micro. Merci. Moi, je dirais meilleur accompagnement des professionnels qui sont aux côtés de ces personnes en situation de handicap dans le cadre du retour à l'emploi, mais aussi accompagnement des employeurs, publics ou privés. Accompagnement, très bien. Hervé Baron. Moi, je redirais rassembler ce qui est épars. Très bien, et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé cette expression. Christine Farah. Partenariat, créer des passerelles et créer de nouveaux outils. Pascal Froger. Moi, je vais être plutôt sur la créativité, l'innovation et vraiment le décloisonnement. Enfin, vraiment d'être 100% 360 degrés. Très bien. Guillaume Lullier et puis ensuite Laurence Loca. Moi, ce sera anti-procrastination. Très bien. Voilà. La procrastination étant la tendance à remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui même. Donc commençons aujourd'hui. Laurence Loca. Pas le mot le plus long et le mot le plus court.
Non, moi je voudrais parler, j'en prends deux, la co-responsabilité pour nous institutionnels, mais aussi pour les acteurs sur les territoires. Donc les territoires aussi, parce qu'il y a de la richesse, il y a des acteurs, voilà. Eh bien, merci à vous tous. Christine Farah, Hervé Baron, Pascal Froger, Anne Harel, Guillaume L'Huillier, Laurence Loca, François Chenal, Clarisse Dautrey, Perrine Forzy. Merci à vous.